Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, direction la Dordogne, pour une visite d'un musée pas comme les autres, celui du philosophe Montaigne. Voyage dans le temps. C'est sous la verrière de la galerie Vivienne que nous avons rencontré Victoria Magnon, une designer à la croisée des mondes colorés. La mode est-elle un art? Vous avez 3 heures, ou plutôt 3 minutes dans En Mode pour décrypter le mouvement arty. Marie Berthoulou dépoussière le monde de la broderie d'un coup d'aiguille magique et surtout de savoir-faire précieux. Et avant de retrouver la créatrice Victoria Magnon, tout de suite le point de vue. Gustave Moreau entame vers 1873 la réalisation d'un chef-d'œuvre, le Triomphe d'Alexandre le Grand. On y voit ici notre protagoniste assis sur un trône majestueux, érigé en grand vainqueur d'une bataille contre les armées de Porus, roi de l'Inde du Nord. Anecdote intéressante, le peintre ne s'est jamais rendu en Inde. Il était à l'époque compliqué de voyager à travers le monde. Moreau, aidé de multiples documents, s'attelle donc à reproduire fidèlement les paysages indiens. Un prince de l'imagination. Rares sont ceux qui ne connaissent pas la Tour Eiffel. Symbole français par excellence, la Dame de Fer s'impose comme un monument intemporel qui a traversé les âges. Dans cet ouvrage, Benjamin Perel a souhaité montrer toute l'ambivalence de ce symbole à travers un livre qui s'ouvre des deux côtés, permettant une lecture double. Au recto, les coulisses du monument et ses prouesses techniques, et au verso, tout l'aspect iconique et scénique qu'elle incarne. Un bel hommage. Comme le grand chapeau d'une femme qui se serait envolée, la lampe Vertigo de la designer Constance Guisset nous raconte une histoire tout en légèreté. Éditée en 2010, cette suspension qui joue avec l'ombre et la lumière est un incontournable des intérieurs design aux 4 coins du globe. Ces rubans tendus dessinent un plafond ultra graphique qui semble flotter au-dessus des têtes. En bref, une suspension qui s'érige en véritable icône design du XXIe siècle. Chapeau Constance! Philosophe et humaniste de la Renaissance, Michel de Montaigne a marqué l'histoire. C'est dans sa demeure située en Dordogne que nous nous sommes rendus aujourd'hui. Montaigne en a hérité en 1571 quand son père est mort. Et donc Montaigne est né là, a vécu là, est mort là, a écrit donc les essais dans la tour. C'est un lieu qui lui était très cher, évidemment. À la frontière entre Périgord et Bordelais se trouve un château à l'histoire bien particulière où cohabitent 2 époques et 2 familles bien distinctes et dont l'un des illustres propriétaires n'était autre que le célèbre penseur et homme de lettres Michel de Montaigne. Acquis par ses aïeux en 1477, peu de temps après la guerre de Cent Ans, la maison forte, qui n'était pas encore un château, était bâtie selon les codes du Moyen-Âge, avec un système de défense redoutable. À l'époque de Montaigne, là, vous aviez un chemin de ronde qui partait, là. Et le mur, c'était un rempart d'un bout à l'autre et qui donnait jusqu'à la tour, ce qu'on appelle la tour de Madame. Et là, c'était un piège, c'était la Barbacane, là, il y avait une herse. Et donc l'ennemi était piégé là dans cette cour, quoi, s'il rentrait. Bien plus calme à l'époque de Montaigne, il passait la plus grande partie de son temps non pas dans cette maison forte, mais dans cette tour où il y avait installé une chambre et surtout une librairie au dernier étage. Montaigne avait fait inscrire ces différentes citations d'auteurs et de philosophes grecs et latins qu'il affectionnait tout particulièrement. Dans cette librairie déambulait, dans un certain sens, et donc, il lisait à la fois ces citations et il s'en inspirait ensuite pour écrire. Il y avait, mais ça a disparu, tout le long de ce mur-là, donc des étagères en bois avec tous ces livres. Et donc ici, il y avait donc, a priori 2000 ouvrages environ, auxquels Montaigne tenait énormément. Et vous imaginez, au XVIe siècle, avoir 2000 livres, c'était une véritable richesse. Aujourd'hui, le château n'appartient plus à la famille de Montaigne. Hérité puis vendu de propriétaire en propriétaire, il est depuis 8 générations la propriété des descendants de Pierre Magne, les Malherbès.
Et si ce château a une histoire si particulière, c'est parce qu'un terrible événement est venu en détruire une partie. Et le château a été dévoré par un incendie en une nuit de janvier 1885. La majeure partie du château a été détruite par cet incendie. De Montaigne, il ne reste que la tour et les dépendances. Le reste a été reconstruit en quelques mois par la fille de Pierre Magne, embelli et mis au goût du 19e siècle. Il y a deux styles d'architecture qui cohabitent dans ce lieu. La tour et les dépendances qui ont l'austérité du Moyen-Âge. Et dans le même espace, on a le château 19e, assez flamboyant, construit, en tout cas, la construction a été pilotée par un disciple de Viollet-le-Duc. Donc on est complètement dans le style néoclassique, néo-renaissance, voilà, très élancé. En traversant la cour, on entre dans un tout autre univers, plus chargé, plus flamboyant, où les 8 dernières générations ont enrichi les lieux de leur voyage. Ce vestibule, on a beaucoup d'objets parce que les héritiers de Pierre Magne, il y a eu notamment des ambassadeurs, des diplomates et autres qui ont couru le monde entier et donc qui ont ramené beaucoup d'éléments d'Afrique, d'Amérique du Sud, du Venezuela ou autres. Sans jamais oublier l'ancien propriétaire des lieux. Toute cette partie-là a été incendiée, donc reconstruite. Donc malheureusement, il y a des tas d'ouvrages qui ont disparu, d'autres qui ont été ensuite, qui ont pu être sauvés. Et a été sauvé notamment donc, ce tableau de Montaigne peint avec un chapeau. Et donc cette peinture, elle est vraiment, elle a beaucoup de valeur. Elle a été sauvée de l'incendie. Et donc quand ils ont reconstruit le château, Marie Magne donc, a souhaité faire incruster donc ce tableau dans cette magnifique cheminée imposante de la bibliothèque. Un voyage dans le temps qui nous projette dans 2 époques bien distinctes, dans l'intimité de 2 familles, mais dont l'histoire se mêle depuis des siècles dans cet écrin de nature où domaines viticoles et arbres centenaires cohabitent. Victoria Magnan imagine un monde design aux couleurs vibrantes et aux lignes enchanteresses. C'est notre invitée du jour. J'ai toujours voulu être dans le design ou dans la création. Je dois avouer que ça remonte à ma toute petite enfance. Le chemin a été long parce que déjà je me suis intéressée à différents médiums. Et je suis assez touche à tout et j'aime bien à chaque fois approfondir, rencontrer les gens, comprendre. Et je n'aime pas me répéter trop. Donc à chaque fois, il faut que ce soit une aventure différente pour que vraiment j'ai la sensation de découvrir quelque chose. Photographe, directrice artistique, directrice de création dans le luxe, la créatrice Victoria Magnan a eu plusieurs vies avant de fonder son studio, la Galerie V. En fait, rien ne se perd jamais dans le travail, c'est vrai. Et donc, aussi bien la photo que le patronage, que la gestion, tout ça fait qu'aujourd'hui, je peux être autonome et créer mon propre univers en ayant vraiment une idée claire de l'endroit vers où je veux aller. Voilà, en tout cas. Je ne sais pas où est la destination, mais je sais vers où je veux aller, ce qui me concerne. Créatrice de mobilier et de luminaires, Victoria, amoureuse de la matière, apprivoise les différents médiums qu'elle travaille. J'ai commencé par travailler la lumière, qui était déjà une matière pour moi, puis après le tissu, donc le mou, après le dur, après le cassable. Et à chaque fois, c'est un langage et une grammaire qu'il faut apprendre. C'est-à-dire que travailler le métal, c'est connaître la mécanique, connaître les techniques d'assemblage, connaître les gestes. C'est toute une grammaire. C'est pas du tout la même que celle du bois. Donc il faut à chaque fois vraiment une longue période d'observation pour arriver à décomposer la façon dont on va fabriquer un objet pour pouvoir après en créer un autre. Voilà, donc ça c'est mon apprentissage et c'est vrai qu'il se trouve que je suis très curieuse et que ça m'amuse de passer de l'un à l'autre. En collaboration avec de nombreux artisans de confiance, Victoria donne vie aux formes qu'elle imagine. Elle modélise elle-même sur ordinateur les pièces qu'elle crée et n'hésite pas à mettre la main à la pâte.
tout ce que Victoria peut faire elle-même, elle le fait. Mais l'étape qu'elle estime la plus importante est l'étape de la maquette. Donc ça permet aussi de sentir les volumes, peut-être autrement que sur un écran, parce que sur un écran, il peut y avoir des déformations liées à la perspective, alors que là, les choses paraissent plus évidentes. Parce que du coup, on fait moins d'erreurs et ça nous permet d'étudier les problèmes en amont plutôt qu'après. Et après, l'autre chose très importante qu'il ne faut jamais oublier de faire, c'est d'imprimer à échelle 1 son mobilier, parce qu'on a aussi, enfin moi en tout cas, j'ai du mal à vraiment imaginer quelque chose. On me dit que c'est à 10%, je ne sais pas exactement ce que ça va faire dans l'espace, mais quand je le vois, je peux le placer, je peux voir si mon corps fonctionne bien avec, si une chaise fonctionne bien avec, si je peux bouger autour, si je peux mettre plusieurs personnes dedans. Voilà, donc ça, c'est l'échelle 1, c'est important. Fervente défenseur de la nouvelle technologie mise au service de l'intelligence de la main, Victoria trompe l'œil avec des images de synthèse qui mettent en scène ses créations qu'elle a imaginées avec l'architecte et designer Anthony Autier. On a mis en place un univers particulier qui parle à la fois de ces mobiliers, à la fois de leurs matériaux, à la fois de leurs formes, et tout ça dans un univers un peu onirique qui tente de nous faire voyager. Et c'était repartir un peu dans leur état naturel qui est finalement la forêt, pour recréer une petite communauté là où ils ont été créés à la base, parce que c'est que des meubles en bois, donc c'était assez drôle de les penser comme ça. Véritable touche-à-tout, Victoria Magnan a à cœur de sans cesse apprendre de nouvelles techniques alliant la main et la nouvelle technologie pour mener à bien sa soif de création. Bonjour Victoria. Bonjour. Victoria, vous êtes aujourd'hui avec la Galerie V, auto-éditrice et distributrice de vos créations. Est-ce que c'était important? C'est une grande force? Je pense que c'est effectivement une grande force et c'est ce qui me permet d'être en contact direct avec mes clients. Et comme ils sont aussi co-créateurs de mes projets, c'est quelque chose d'assez unique. Vous êtes issu de la célèbre St. Martin's School en graphisme, puis vous avez fait de la photographie. Comment êtes-vous arrivé à créer des objets? J'ai toujours pensé en 3D, ça c'est sûr, c'était assez clair. Même quand je faisais de la photo, j'essayais de créer du volume dans les images. J'ai toujours travaillé autour de la lumière. Et quand je dessine des objets, je travaille vraiment la façon dont la lumière tombe sur les objets ou habille les objets. Parce que j'imagine vraiment que la photographe a un œil très particulier, comme vous disiez, sur la lumière, mais aussi sur les innombrables détails qui composent un objet. Tout à fait. Mais même, j'ai toujours travaillé comme un sculpteur. Même quand je faisais mes images, je regardais vraiment la façon dont les lignes composaient le cadre. Et donc, pour moi, c'est assez lié. C'est juste qu'on regarde dans les objets, à chaque fois, sous chaque angle, des photos en séquence. À travers la photographie, j'étais vraiment très portée sur les ordinateurs et la technologie. Et il y a des nouveaux logiciels qui sont apparus qui permettaient de dessiner de manière vectorielle pour piloter directement les machines qui fabriquent les objets. Et donc, c'était un cheminement assez logique. Ouais. Vos inspirations viennent du Japon, de vos nombreux voyages au Japon, notamment du designer Isamu Noguchi. Comment ça se traduit dans vos créations? Ça se traduit par une esthétique de l'espace, de la couleur, de la lumière. Il y a quelque chose de très différent. Il y a vraiment une esthétique très complexe. Ça se traduit par la circulation aussi. Enfin, voilà, l'esthétique japonaise est une esthétique de l'invisible. Donc on travaille sur le geste, la façon dont les gens vont se comporter avec ces objets-là. Donc c'est une approche un peu sociétale, presque. Oui, c'est une approche, mais peut-être quelque chose d'assez intime. C'est la façon dont on a un rapport à l'autre, mais peut-être à une petite échelle. Parlant des artisans, vous les choisissez bien sûr en fonction de leur savoir-faire, mais aussi en fonction de leur culture, de leur éthique. Est-ce que c'est en ça que vos objets transcendent la simple fonctionnalité?
Probablement, effectivement, il y a une sorte de micro-communauté. Je trouve que c'est assez intéressant de travailler à cette taille-là, voilà, à cette échelle. Le fait d'avoir un petit réseau comme ça d'artisans qui sont vraiment des artisans d'exception, qui ont une éthique du travail, une éthique des processus de fabrication, pour moi c'est essentiel et on se rejoint assez directement. Et je pense que c'est ça qui touche derrière les amateurs et les collectionneurs. Vous avez dit une fois, Victoria, qu'un problème qu'on ne peut pas résoudre, c'est un problème mal posé. Et la contrainte vous rend créative? Oui, je pense que vraiment les meilleures solutions sont les plus compliquées à trouver parfois et que souvent il faut du temps et une certaine agilité. Voilà. Il faut vraiment arriver à ne pas abandonner quand la situation a l'air désespérée. Voilà. Je suis un problem solver, ça fait partie du métier de designer. Et l'adversité est un challenge, une forme de motivation. C'est quoi la définition du mot design pour vous? Alors, pour moi, la définition du design, c'est vraiment d'ajouter de l'esthétique au quotidien pour que la vie soit plus savoureuse. Voilà, ça c'est clair. La beauté n'est pas inutile. Non. Et ça, je pense que plus que jamais, on est très sensibilisé à la beauté. Avant, c'était peut-être, on n'avait peut-être pas le temps. Et maintenant, on redécouvre qu'on est vraiment sensible à la beauté, que c'est une source d'énergie et de bonheur. Ouais. Merci beaucoup, Victoria. Merci à vous. Défilé d'icônes sculpturales, silhouettes dignes de la Grèce antique, la mode s'inspire de l'art et l'inspire à son tour. C'est la tendance arty. La question fait débat depuis des décennies. La mode est-elle un art? On s'accorde généralement sur un juste milieu. Elle serait un art appliqué, une création fonctionnelle, ancrée dans un système industriel. Mais certains créateurs aiment brouiller les frontières entre vêtements et œuvres. On pense bien sûr à Saint Laurent et sa robe Mondrian, ou à cet imprimé Andy Warhol signé Versace. Ou encore à ce homard imaginé par Salvador Dali pour Elsa Schiaparelli. Aujourd'hui à la tête de la marque, Daniel Roseberry fait perdurer son héritage surréaliste. Il coule dans du métal, des éléments figuratifs et trace des lignes au pinceau à même le vêtement. En 2020, Jeremy Scott va encore plus loin. Pour sa collection Moschino, il transforme ses vêtements en tableaux dans un défilé hommage à Pablo Picasso. Jeune fille devant un miroir, guitare, mandoline et arlequin, tous ses plus grands chefs-d'œuvre prennent vie sur le vêtement et les mannequins deviennent des toiles prêtes à être exposées. Mais c'est avant tout dans l'intention créative que la mode exprime son art, comme on le voit chez Mati Bovan. Les formes sont grossies, ficelées, exagérées et travaillées en volume comme des sculptures vivantes. Le geste artistique est au cœur de ses collections qu'il présente dans des vidéos conceptuelles où les paillettes sont aussi grosses qu'une tête et où les maquillages évoquent des coups de pinceau. Spécialiste d'une mode sculpturale et fonctionnelle, Craig Green imagine pour Moncler des silhouettes totems où les vêtements évoquent des tentes ou même des parachutes. Chez la marque japonaise Beautiful People, le vêtement est modulable comme un objet de design. La collection hiver 2021 est présentée comme une performance où les pièces se portent en miroir inversé. Mais ce que la mode aime plus que tout, c'est s'entourer d'art. Si les maisons de luxe défilent généralement dans les grandes institutions culturelles, Bruno Cialelli présente sa pré-collection Lanvin au palais idéal du facteur Cheval, chef-d'œuvre de l'art naïf érigé dans la Drôme. Nicolas Ghesquière, lui, présente ses collections Louis Vuitton au Louvre.
En 2019, il reproduit carrément le centre Pompidou au pied de la pyramide, à 1 kilomètre à peine du lieu original. Pourquoi ? Peu importe, car appliqué ou non, la mode reste un art, et l'art, ça ne se justifie pas. La broderie est un art que Marie Berthoulou maîtrise à la perfection. Ses créations prennent des allures de toiles abstraites pour notre plus grand plaisir. Je suis orfèvre textile. Le terme broderie est quelque chose que j'éloigne un petit peu pour permettre aux personnes d'imaginer autre chose que juste un travail de perles et de fils. Marie Berthoulou n'est pas vraiment du genre à faire comme tout le monde, surtout quand elle se penche sur son métier à broder. Alors toutes les techniques utilisées sont traditionnelles à la base. On a la peinture à l'aiguille qui est ici. On a la pose de canti qui est en point de pierre. Mais en fait, aucun des points n'est fait à taille classique. L'idée pour moi, c'était de sortir du métier à broder, de ne plus être figé, mais au contraire de travailler la broderie comme quelque chose qui va être de l'ordre plus de l'ébénisterie ou de la pierre, où en fait on est obligé d'être debout, de tirer, de travailler avec la force, avec beaucoup plus les bras, et parfois être debout ou assise sous le métier. Formée au design de mode et à la broderie d'or, elle détourne les techniques traditionnelles pour faire avouer à la matière tout ce qu'elle a à dire. Des toiles durables tissées dans le Morbihan, des chutes de cuir glanées auprès des maisons de haute couture, Marie force ses supports à se révéler. Elle les abîme, les peint et les brûle même à l'aide d'un pyrograveur. On va avoir un fort contraste entre les lignes de pyrogravure qui sont noires, foncées, et la canti qui est très lumineuse, souvent de couleur or. Les brûlures créent des chemins sur lesquels Marie Berthoulou peut broder à sa façon, avec de plus petites chutes de cuir, mais aussi du lamé métallique et des cantilles, ses fournitures fétiches. C'est une matière qui me fascine et puis elle est assez peu connue. J'aime bien en général travailler des choses qu'on connaît peu parce que du coup on va chercher des techniques anciennes et je vais essayer là, de partir dans d'autres pays pour justement investiguer ça parce qu'il y a très peu d'ouvrages, il n'y a quasiment rien sur Internet. Et du coup aller voir des anciennes tenues de religieux, de rois, pour vraiment voir comment étaient faites les techniques à la base dès le Moyen-Âge. Sa technique à elle, c'est de revisiter ses fournitures en changeant leur échelle, quitte à les créer elle-même, comme ses cantilles XXL. Elle dispose le tout sur son support et laisse mûrir le projet. En fait, c'est pour avoir un peu l'image d'ensemble de la future pièce. Les lumières qui vont se diffuser, qui vont refléter, les autres parties très mates qu'il va y avoir. Et puis je vais laisser ça quelques temps, je vais revenir bouger. Et puis au bout d'un moment, je vais m'arrêter, je vais me dire c'est bon, ça me convient et on y va, on brode. Pour se laisser le temps de la réflexion, Marie multiplie les projets et les supports, comme ce papier marbré rigide. Elle se laisse guider par l'aiguille au bout de ses doigts et par le scintillement de ses fournitures. Comme le cuir, en fait, le papier, il est indélébile. Donc, une fois qu'on a fait un trou, on est obligé soit de l'assumer, soit de le recouvrir. La canti, elle fait un peu comme des dégradés, des camailleux entre les couleurs et puis les hachures que je dessine. Et du coup, là, j'ai une première zone qui commence à se dégager et puis qui contraste avec la marbrure. Autre support, autre technique, Marie Berthoulou applique un lamé métallique, fourniture traditionnelle des tenues ecclésiastiques. Plus mosaïste que brodeuse, elle tente de changer la nature de son textile. Quand on a fait tout l'aplat de lamé, le tissu, forcément, il a pris les propriétés du métal un petit peu, comme une petite carapace. En cassant les codes, Marie ouvre des possibles, tant dans ses créations que dans la pratique de son métier.
c'est la possibilité de se détacher de la technique, de la tradition, comme un artiste ou un sculpteur modeler notre matière comme on le souhaite et pas forcément garder les techniques traditionnelles qu'on a apprises, la gestuelle qu'on a apprise, mais au contraire s'en détacher très librement. Et c'est ça que moi j'essaie de transmettre dans mes broderies. À la croisée d'une multitude d'arts et d'artisanat, Marie Berthoulou, orfèvre textile, réussit le pari de faire entrer les savoir-faire traditionnels dans une création contemporaine et audacieuse. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite. En attendant, restez chic toujours. Bye!